Mesdames, Messieurs, très heureux de vous savoir en nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos smartphones pour suivre cette émission. Cette émission intitulée Motona Boigna. Motona Boigna, c'est en lingala, l'une des très belles langues d'Afrique, qui veut simplement dire homme épris de sagesse. Tout au long de cette émission, nous recevons des personnes présumées doté de beaucoup de sagesse pour pouvoir nous éclairer la lanterne par rapport à l'actualité politique en République démocratique du Congo, pourquoi pas à travers le monde. Et pour ce numéro, nous allons recevoir pour vous un acteur politique de renom. Il s'agit bien de monsieur Jean-Claude Mpunga Maweja Bompeti. C'est un acteur politique du monde politique en République démocratique du Congo, cadre d'un grand parti politique. Nous allons quand même lui laisser la primeur de pouvoir se représenter par rapport à sa casquette dans le parti politique MSC de M. Laurent Batumona, que vous connaissez très bien. C'est avec lui que nous allons aujourd'hui aborder l'actualité politique qui est en train de prévaloir en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons essayer de décrypter la sortie médiatique du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, à Bruxelles. Vous allez vous souvenir lors de ce forum économique. Félix Tshisekedi avait profité de cette opportunité pour tendre la main à son homologue rwandais, dont le soutien indéfectible aux forces négatives dans l'Est de la République démocratique du Congo n'est plus approuvé, bien reconnu par l'ONU. Et le président de la République démocratique du Congo a demandé à son homologue de pouvoir arrêter de soutenir la rébellion, notamment du M23, et puis de venir discuter avec lui afin de pouvoir ramener la paix en République démocratique du Congo, mais aussi à travers toute la région des Grands Lacs. On va parler de ça. Est-ce un aveu de faiblesse de la part du président de la République démocratique du Congo? Est-ce de la ruse usée par Félix Antoine Tshisekedi, celui qu'on appelle affectueusement Fachi? On le saura dans cette émission avec Jean-Claude Mpunga Maweja. C'est parti. Nous allons parler de cette actualité qui a à un moment donné ébranlé tous les pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, se trouve à Bruxelles dans un forum économique. Il va demander à son homologue rwandais de pouvoir faire ce qu'on appelle la paix des braves avec lui. Ces rétro-pédalages du président de la République démocratique du Congo, on peut l'appeler comme ça, a été perçu par nombreux comme un aveu de faiblesse, comme rétrograde, alors que lui, à un certain moment, il avait dit qu'il ne parlerait jamais avec le président du Rwanda. Comment est-ce que vous percevez cet état des choses? Non, il n'y a jamais eu un rétro-pédalage, comme tu viens de le dire. En fait, le président de la République, c'est quelqu'un qui va très loin. C'est vraiment un fin diplomate. Vous savez, c'était dans le cadre d'un forum international économique qui réunissait beaucoup de chefs d'État et de gouvernements de pays de la planète. Et le président en a profité pour prendre tout le monde à témoin. Parce qu'à un certain moment, vous savez, le Rwanda a un discours qui fait passer à tout moment, et s'est fait passer pour un enfant pauvre, quelqu'un qui a connu des problèmes de génocide. Il a réussi quand même à vendre ce génocide un peu partout et tout le monde a pitié du Rwanda. Alors, dans ces forums-là, le président était parti, d'ailleurs lui-même l'avait bien dit, il était parti pour demander encore des sanctions contre le Rwanda. Arrivé sur place, il voulait prendre maintenant tout le monde à témoin. Pour leur dire, écoutez, moi je ne suis pas un racadeur, parce que quand je suis arrivé au pouvoir, d'ailleurs dans les premiers jours, dans les premiers moments même de ma prise de pouvoir, j'ai sillonné tous les 9 pays qui constituent une frontière commune avec les 9 pays voisins. Les 9 pays voisins. Il est allé, notamment les Rwandais. Voilà. Donc vous proposez un projet économique intégrateur pour le développement de la sous-région. Il y a quelques accords qui ont été signés, qui ont fait jaser même ici.
où les gens étaient un groupe d'opposants avait même dit que Tshisekedi a vendu le pays, il a signé des contrats avec Kagame, il a signé des accords qu'on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Alors le président a dit, je vais faire un peu de brave avec le monsieur, devant tout le monde, pour qu'on arrête quand même de tuer. Parce que le président dit que l'histoire nous jugera. Quand il y a la guerre, il n'y a pas de guerre propre, je l'ai toujours dit. Quand il y a la guerre, c'est des gens qui meurent. C'est des bâtisses qui s'écroulent, c'est des femmes qui sont violées, c'est des déplacements massifs des populations. Donc tout ça, le président dit, ça c'est l'apanage des grands hommes. Il a dit, donc je le tends dans la main, il n'est pas tard de revenir au bon sens et de faire du bien. Il suffit de prendre le fil pour dire à te protéger des criminels de M23, d'arrêter leur sale besoin et tuer la population congolaise. Parce que la guerre, ça, comme vous le savez, la guerre se fait sur le sol congolais. Ça ne se fait pas au Rwanda. Donc celui qui perd sur le président, celui qui a tout intérêt à défendre ces populations, c'est le président congolais, c'est tout à fait normal. C'est comme quelqu'un, un serpent qui est entré dans la maison, mais vous n'allez pas chercher à l'écraser partout où il va passer. Sinon, vous risquez de tout briser, de tout... Donc, vous allez... Est-ce que ça valait la peine? Parce que là, l'objectif pour lequel les gens se sont rendus à ce forum international économique, c'était pas d'aller parler de la guerre entre le Congo et le Rwanda. Mais est-ce que c'était opportun pour le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, de pouvoir saisir cette opportunité, s'adresser à Kagame, sachant aussi que le problème de la guerre au Congo, c'est pas quelque chose qui est ignoré de tous. Tout le monde qui était dans cette salle-là savait ou sait que le Rwanda agresse le Congo. En fait, il n'y a pas un forum qui est fermé en soi pour qu'on ne parle pas de quelque chose qui va de vie de gens. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de Congolais qui sont morts par le fait de cette guerre qui est là depuis plus de 3 décennies aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire les affaires sans la paix. Donc, le président a profité. Oui, c'est vrai, nous allons signer des accords commerciaux ici et tout ça, mais sachez qu'il y a quelqu'un parmi nous qui tue chez moi. Donc, il fallait le dire, ça valait la peine. Parce qu'il n'y a que certains Congolais de mauvaise qualité qui n'ont pas compris exactement la démarche du chef. Parce que le chef... Ça veut dire quoi, Congolais de mauvaise qualité? Il y a des Congolais de bonne qualité? Oui, oui. De mauvaise qualité? Oui, il y a des Congolais de bonne qualité comme toi. Voilà. Par contre, il y a des Congolais de très très mauvaise qualité qui sont là, qui ne voient que tout à noir, qui ne comprennent pas que ce pays est agressé. Donc ils sont contents lorsqu'on perd de villes, on perd de localités. Vous les verrez dans les réseaux en train de commenter, d'applaudir. Mais lorsque les FARDC et les Ouazalais et autres commencent à récupérer les territoires sous contrôle de ces assaillants-là, justement, eux, ils les disent bon. Ils les disent bon. Et vous verrez, il y a même un groupe qui est allé se réunir à Nairobi et pour nous prendre un truc de sorte, sauvant le Congo. Mais c'est leur droit quand même de se réunir. Oui, que moi j'appelle tuons le Congo, parce que ces gens-là, à le voir seulement, ils viendront sauver quoi? Non, mais pour ce groupe-là, c'est d'ailleurs l'un des sujets que nous avons prévu, vous y entrez déjà. Pour ce groupe-là, il y a la tyrannie au pays, il y a la dictature, et voilà pourquoi il faut se réunir et puis mettre le dictateur hors d'état de nuire. Ça fait partie de leurs droits quand même. Je ne sais pas si ces gens-là vivent dans un autre monde que nous vivons ici. Est-ce qu'on peut parler de la tyrannie dans ces pays? On peut parler de la dictature dans ces pays. Si on parle de la tyrannie, parlons-en.
c'est qu'il y a un tyran, un dictateur tyran. Ouais. Et nous, on en a... Il est justifié, disent Théophile Mbemba rentre, on le cueille, Seth Kikoun y vient, on le cueille pour avoir participé à ce forum. Tu peux me citer un seul pays au monde où on n'arrête pas les gens. Mais avec raison, quand même. C'est avec raison. Quelqu'un qui sort d'ici pour aller comploter contre la République, il doit rentrer là, calmement, on les laisse, on les jette un tapis rouge, voilà, marcher, rentrer chez vous, dormir. Finalement, ils ont été lâchés. C'est pour dire que ce n'est pas un complot. Vous savez, je ne suis pas là pour vous poser des questions, mais je vais poser une question aux téléspectateurs qui connaissent bien de pays de vieilles démocraties comme les États-Unis. Prenons un pays, prenons les États-Unis. Et vous allez, un citoyen ou bien un politique démocrate, parce qu'aujourd'hui ce sont les républicains qui sont au pouvoir, il va voir le terroriste de Ben Laden, parler avec lui, et puis revenir tranquillement à Washington. Vous croyez qu'il serait en vie? On va le mettre sur une chaise électrique, il va partir. C'est pas ça la tyrannie. Vous savez, un pays, on doit respecter la loi. Sinon, on serait dans la jungle. Quelqu'un qui va comploter contre son propre pays. Un traître, vous savez, dans d'autres pays, un traître. Quel est le sort réservé à un traître? C'est la pendaison. C'est la peine la plus capitale, la peine de mort. Comme chez nous ici, parce que moi je suis pour la peine de mort. Vous savez, à un certain moment, nous avons confondu la démocratie et la liberté d'expression, de mouvement et certaines choses. Parce que des fois, quand je suis devant mon petit écran, je regarde comme ça, je vois même certaines émissions qui se passent à la télé. Les gens viennent, ils parlent, ils rentrent. Oui, mais comme à l'époque de Kabila aussi on parlait. À l'époque de Kabila, Félix Tshisekedi parlait, Étienne Tshisekedi parlait, les autres parlaient. C'est pendant le règne de Kabila qu'Étienne Tshisekedi a dit allez m'arrêter ce Rwandais, apportez-le-moi, et ainsi de suite. Et pendant ce règne même. Oui, allez-y. Écoutez, moi je pense qu'à un certain moment, on est en train de mélanger les personnes inutilement. Vous savez, à l'époque de Kabila, vous connaissez un barbouche qu'on appelait Kalev, que vous connaissez très bien. Vous savez combien de gens, allez parler ça avec Mouyambo comme ça, il vous en dira des Mike Moukebaye aussi dit la même chose. Hein. Beaucoup de gens. Oui, même du régime de Kabila et même du régime de Tshisekedi, Mike Moukebaye, Daniel Safou, Seth Kikoun, ils ont dit... Ils veulent se faire la vedette pour rien. Et aujourd'hui? Pour rien. Aujourd'hui, si on arrête quelqu'un, on sait néanmoins là où on l'amène, on l'interroge, il rentre chez lui. Avec un lèvre, on ne veut pas te prendre comme on avait pris Seth Kikoun derrière celui-là. Vous savez, il y a certaines personnes qui veulent se faire un nom pour rien. Seth Kikoun, il représente quoi? Seth Kikoun, même sur son avenir, personne ne le connaît. Comment ça? Même le porte-parole de Sauvant le qui connaît même le nom de ce parti que tu viens de citer là? Personne. Personne. Si pas lui, sa femme... Mais pourquoi l'arrêter alors? S'il représente rien? Vous savez, hein, les services d'intelligence a pour mission de veiller sur tout ce qui touche à l'intégrité territoriale du pays. Et si on considère qu'il y a des questions à vous poser par rapport au mouvement que vous avez effectué, c'est pas... Quoi de plus normal? On a interrogé, puis il est rentré chez lui. Jean-Claude Mbunga, moi ça s'est fait dans tous les pays du monde. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le sujet principal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, tend la main à Kagame, mais après, il y avait la réponse du berger à la bergère. On a suivi le porte-parole du gouvernement rwandais, même le ministre des Affaires étrangères, qui a parlé d'une comédie faite par le président Tshisekedi, comme pour dire ils ont refusé la main tendue. Vous ne pensez pas que là c'était une gifle ridicule, bien aménagée par le président lui-même, sachant que ces gens ne sont pas de bonne foi? Vous savez, quand vous avez affaire à un fou, il faut l'exposer au grand jeu. Pour que tout le monde sache que non, c'est vraiment un fou. Et ces jours-là, je pense que tout le monde a compris que le monde a affaire à un maboule qui ne dit pas son nom. Le fait que le président de la République ait tendu sa main à son homologue rwandais, c'était pour montrer à tout le monde que voilà, moi,
vous verrez la réaction de ce dossier après ces résultats. Et maintenant, juste après, vous avez suivi l'envoyé spécial de Trump, Nassad Boulos, pour l'Afrique, Nassad Boulos, quand il a été reçu par le chef de l'État à Bruxelles. Il a fait une déclaration pour dire que Félix, c'est un grand. C'est un grand. Et puis, vous savez, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Chez nous, les Bantous, je peux avoir un problème avec vous. Chaque fois, je viens te dire, mais Guilhem, ce que vous faites, c'est pas bon. Guilhem, ce que vous faites, payez ma dette. Vous ne voulez pas. Et je laisse. Mais un jour, même pendant la fête, il y a 2 gens, j'ai dit aux gens, le monsieur, il a ma dette. Je lui demande de payer ma dette. Et on va faire la paix. Et sachez que lorsque quelqu'un te dit ça devant les gens, c'est déjà un dernier avertissement. C'est vraiment un dernier avertissement. Et après ça, il peut faire tout ce qu'il peut. Alors, parce que chez moi, hein, dans ma langue, on dit chez les Kassaïens, devant tout. Donc je viens, l'enseignement est dans le Pemba. Ah ben, c'était pas une faiblesse de la part du chef d'État. Alors maintenant que le Rwanda a clairement dit que c'est un problème congolo-congolais et que c'est pas au Rwanda de trouver des solutions pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous, en tant que politologue et en tant qu'acteur politique, vous pouvez proposer, si vous étiez conseiller principal du président de la République, quelle lutte proposeriez-vous par rapport à cet état des choses? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est l'attitude qu'il doit désormais avoir vis-à-vis du Rwanda? Est-ce qu'il faudra maintenant pérenniser la guerre ou continuer avec le front Doha-Washington? Vous savez qu'il y a, je dirais que ce discours-là, hein, du Rwanda, c'est le discours qui est véhiculé par le Rwanda depuis très longtemps. Vous vous souviendrez, pendant la guerre de l'AFDEL en 1996, le Rwanda a toujours utilisé certains partenaires congolais de faibles d'esprit qui ne sont pas capables de gagner le pouvoir par les élections. Ils les prennent, ils les mettent devant la scène, ils les arment pour venir tuer leurs propres frères afin d'accéder au pouvoir. Chose qui, après Mouzé, personne ne réussira encore. Personne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand le Rwanda dit cela, c'est pourquoi vous voyez, il y a les Kabila, il y a les Nanga, il y a les Diogo et les autres. Ce sont des gens que le Rwanda... Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir, qui a dirigé le Congo pendant 18 ans. Celui-là... Et vous pensez que c'est un panthère du Rwanda? Oui, il a toujours été... Malheureusement, on commence à les comprendre avec un peu de retard, mais on l'a déjà compris, c'est fini. Il ne fera plus rien ici, Kabila. Donc, vous savez, aujourd'hui, on cherche à congoliser l'agression. C'est ça l'arme du Rwanda. Mais aujourd'hui, ces discours ne passent plus parce que Félix Tshisekedi a anéanti ces discours en allant partout expliquer avec des preuves qui ont été documentées, noir sur blanc, qu'il y a les éléments de la RDF qui combattent au Congo parce que Nanga n'a pas d'armée. Nanga n'a pas d'armée, il n'a jamais été un chef de guerre, un chef rebelle, même un chef militaire. Vous comprenez? Ce n'est pas le jour au lendemain que quelqu'un peut avoir une armée aussi structurée, bien équipée, comme le disait d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies qui disait que le M23 a des armes sophistiquées, plus que même celles détenues par les Nations Unies. Et quand on lui a posé la question de savoir d'où venaient ces armes, il a dit, ça vient de quelque part. Or, tout le monde le sait, ces armes viennent de l'Union européenne, viennent de l'Israël, viennent même des États-Unis, de l'ancienne administration de Biden qui était là, et les Clinton et les autres, hein, qui ont toujours cherché à avoir facilement nos minéraux, nos ressources, par le biais du Rwanda. Mais aujourd'hui, avec Trump, qui est un président affairiste, il se dit, mais non, moi je ne suis pas là pour encourager encore qu'on ait tué les gens au Congo pour avoir les minéraux. Pourquoi ne pas négocier, faire un deal
avec la RDC, et surtout qu'aujourd'hui, il y a un président qui a une ouverture d'esprit, un bon manager avec lequel on peut négocier. Vous voyez que cette histoire du Rwanda ne passe plus, ce discours ne passe plus. C'est pourquoi le président a dit même à Bruxelles que oui, il est prêt à dialoguer avec les Congolais. Maintenant que le Rwanda a refusé, qu'est-ce que vous pouvez proposer à M. Félix Tshisekedi? Le Rwanda continue avec la guerre. Le Rwanda toujours. D'ailleurs, on le voit. Ces jours-ci, l'armée congolaise qui est en train de bombarder toutes les positions du on va dire que c'est là justement où je voulais en venir. C'est la conséquence de ce refus. C'est là où je voulais en venir parce que je t'ai dit tantôt ici que c'était une manière de prendre tout le monde à témoin, parce que le Rwanda s'est toujours fait passer pour un petit pays mal aimé, où il y a eu génocide, ils n'ont pas une population dense, et tout ça, ils ont même des problèmes de terre, et tout ça. Et ils ont quand même, depuis 3 décennies, bénéficié de cette solidarité internationale. Mais aujourd'hui, ce discours ne passe plus. Et le président voulait dire à ces gens-là, justement, que moi, le jour où je vais me mettre maintenant pour défendre mon pays, de défendre mon peuple, que personne ne vienne me dire, parce que le Rwandais qui n'est pas là. Moi, maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Le président, ayant déjà pris tout le monde à témoin, et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Avant-hier, on a récupéré l'aéroport de Kavumu. Et vous savez, le Rwanda, même sur le plan de l'armée, le Rwanda n'a jamais eu une armée forte. Mais pourquoi on n'arrive pas à les débouter? Oui, le problème du Rwanda, c'est quoi? Le problème du Rwanda, c'est cette infiltration qui s'est installée chez nous pendant 3 décennies. Pouvez-vous comprendre cela? L'infiltration à quel niveau? Au niveau politique? Au niveau de l'armée? Surtout au niveau de l'armée, des services d'intelligence, de sécurité, comme je venais de le dire, et aussi de certains politiques qui ont vécu justement dans ces moules-là pour accéder au pouvoir à Kinshasa pendant tous les régimes, le régime Kabila Mouzé, le régime de Kabila, si c'est Joseph ou Kazembe, je ne sais pas qui. Et pendant tous ces régimes-là, pour avoir un poste, il fallait être soumissionné par les Rwandais. Donc tout se faisait au Rwanda. Ici, Kabila n'était qu'un gouverneur qui gouvernait la République démocratique du Congo. Donc le Rwanda, Kagame dirigeait le Congo comme le dirigeait Léopoldville à l'époque de la colonisation. Vous êtes en train... Oui. Donc comme pour dire qu'aujourd'hui, ce que je peux moi conseiller au chef de l'État, mais c'est de continuer avec la guerre. Il a prêté serment pour défendre l'intégrité territoriale du pays, défendre et protéger les Congolais. Il n'a qu'à faire ça. Voilà, le PPRD, vous venez on vient de le suivre. Hein. Le PPRD a vu ses activités être une fois de plus suspendues par le vice-premier ministre en charge de la sécurité, décentralisation et intérieure, monsieur Jacques Chabani. Ouais. Quel peut être votre commentaire par rapport à ça? Ils peuvent tout dire, ils peuvent tout crier. N'importe comment, on ne peut pas laisser un parti qui a des alliances avec des terroristes fonctionner normalement dans un pays démocratique. Donc vous acquiescez ça? Moi, j'accepte. Et d'ailleurs, ce parti devrait être dissous. Dis-moi, le PPRD, qu'est-ce qui est resté du PPRD? Parce que le chef du PPRD est devenu un chef rebelle. Il le nie jusqu'à preuve du contraire. Il dit qu'il n'a jamais été rebelle et que, d'ailleurs, il dira au journal à nos confrères et consoeurs une fois. Attendez, Kabila qui dira, mais la prochaine fois que vous allez rencontrer le président Tshisekedi, dites-lui de vous apporter des preuves selon lesquelles moi, je suis le véritable chef du M23, de l'AFC M23. Ça, c'est le président Kabila qui le dit. Vous êtes un grand journaliste, je ne vous apprends rien. Kabila a fait 2 ou 3 sorties médiatiques pour parler justement de ce que vous venez de dire. Ben, il a donné la réponse. Il a dit par lui-même et par son porte-parole, Kikaya Barnabé, qu'il a dit aux États-Unis, que eux,
et AFC M23, ils ont les mêmes objectifs. Suivent les mêmes objectifs. Ce qui ressemble, ce qui s'assemble, se ressemble. Et ça suffit pour l'accuser, pour dire... Dites-moi, il fallait qu'il parle dans quelle langue pour qu'on comprenne. Kabila était président dans ces pays, il a combattu le M23. Quand il combattait le M23, ça veut dire que le M23 avait des aspirations légitimes du peuple congolais. C'est pourquoi il les combattait. Il les combattait parce que c'était des terroristes, des rebelles, des agresseurs. C'est pourquoi il les a combattus. Mais aujourd'hui, qu'il n'est plus au pouvoir, comment il peut nous dire, nous aujourd'hui, que le M23 ont des aspirations légitimes et que lui et toute sa bande, Chadar et les autres là, les professeurs Bemba en tout cas, c'est une autre. Et que ils ont tous. Vous parlez du professeur Théophile Mbemba. Ils ont tous les mêmes aspirations. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal pour un ancien chef d'État qui nous a dirigé pendant 18 ans, qui a combattu le même mouvement rebelle, qui remet à chaque fois sous un monstre à plusieurs têtes, hein, qui vous cassez, vous coupez une tête, une autre tête, mais le véritable monstre, c'est le Rwanda. Donc aujourd'hui, on peut comprendre facilement, et vous avez vu, le Rwanda nous agresse, et lui, pour aller à Goma, il est passé par Kigali. Mais l'ambassade de la RDC au Rwanda fonctionne toujours. Ça a été fermé. Ça fonctionne toujours. Les diplomates sont là, ils continuent de travailler. Mais même si on peut parler des diplomates, c'est officiel. Kabila n'est plus un officiel. Kabila, s'il avait reçu une mission officielle du chef de l'État, sur base de la loi même régissant les anciens chefs de l'État, s'il a reçu une mission plénipotentiaire du président actuel, on comprendrait. Aujourd'hui, nous voyons où Kenyatta, circulait un peu partout, il a le mandat de son pays. Kabila a le mandat de qui? Kabila d'ailleurs, vous pouvez me dire comment Kabila est sorti ici? Parce qu'aujourd'hui, il se dit en exil. Qu'il a envoyé parce qu'il se trouvait être peut-être traqué. Non, qu'il est traqué. Kabila est parti ici. Kabila était libre. Kabila circulait. On a commencé à perquisitionner ses maisons. On a perquisitionné ses femmes. Non. Ça, c'est fini après. Dites-moi, quand Kabila a quitté ici, il avait un problème avec qui? Avec personne. Kabila circulait librement ici. On voyait Maman Olive parler, faire tout ce qu'ils pouvaient faire, tous les buzz qu'elle pouvait faire. Ils étaient à l'aise. Kabila passait ici. Mais Kabila s'arrêtait même à Kingasani pour parler. On l'a vu dans les supermarchés. Oui. Mais c'est la vie qu'il pouvait accepter. Mais Kabila, pour moi, Kabila c'était malheureux. Je n'ai pas compris qu'il a conseillé. Parce que son prédécesseur n'avait rien contre lui. Son successeur plutôt, n'avait rien contre lui. Rien, absolument rien. On n'a jamais traqué Kabila dans ce pays. Alors, on va parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on va quand même essayer de chuter avec ce tout dernier sous-point. Parlons du dialogue. Aujourd'hui, c'est toute la classe politique pratiquement qui est en train d'appeler au dialogue. Malheureusement, je ne sais pas si je vais dire malheureusement, le président... classe politique, pas toute la classe. Je dis quasiment, parce que... Non, là, moi, je m'excris en faux. Voilà, bon, vous allez réagir. Laissez-moi continuer. Laissez-moi terminer ma question. Dire que si la question est formulée de cette manière, laissez-moi... Je ne répondrai pas. Non, vous n'allez pas m'orienter par rapport à ma question. Je vais reprendre ma question pour dire ceci. Il y a une grande frange de la classe politique congolaise qui voudrait ou qui souhaiterait qu'on puisse aller au dialogue, qui pense que ce conflit ne pourra se terminer que par un dialogue inclusif. Mais de son côté, le président de la République dit qu'il ne va pas organiser un dialogue où il y a des gens, un dialogue qui va voir les gens qui ne condamnent pas clairement le Rwanda prendre part.
Et le président de la République l'a dit. Alors, d'autres opposants ont dit, convoquer le dialogue, c'est vrai, ça fait partie de ses prérogatives en tant que garant de la nation, mais décider de qui va prendre part à ce dialogue ne fait pas partie de ses prérogatives. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça? S'ils disent ça, je vais répondre. Mais maintenant, je commence par là où vous avez terminé. S'ils disent ça, s'ils trouvent que, et ont cette prérogative-là, qui convoque le dialogue? Quel est là qui parle? Non, ils reconnaissent que c'est le président qui doit convoquer. Mais choisir qui va y participer, qui ne va pas y participer, parce qu'il est question d'un dialogue intercongolais. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Étant donné que lui, selon eux, lui aussi fait partie du problème. Non, il n'y a que lui qui a été voté à plus de 14% de suffrage. Dis-moi, on va dialoguer sur quoi? Qu'est-ce qu'on va parler? Le dialogue est permanent dans une démocratie. Les gens sont en train de mourir dans l'Est de la RDC. Et quand on va dialoguer, les gens, AFC va arrêter de tuer les gens. Non, mais ils vont prendre part au dialogue. C'est ça que la Senko, les pasteurs protestants et d'autres opposants veulent. Écoutez, ça c'est nous abrutis tous. Moi, je n'aimerais pas être abruti, je n'aimerais pas être dans ces groupes-là. Les gens qu'on veut à la culture. Moi, j'ai réfléchi, nous allons réfléchir avec vous, avec toi. Oui, allez-y. Dites-moi, on va dialoguer avec Fayoum, avec tous ceux qui sont ici. Et ça va mettre fin à la guerre? Non, mais justement, je dis que les gens qui sont du côté de l'AFC vont aussi venir. C'est ça le vœu de la Senko. C'est ça le format que propose. Le problème pour lequel ces gens demandent le dialogue, c'est parce qu'il y a la guerre. Parce qu'il y a la guerre. Oui, mais il y a déjà beaucoup de processus qui sont là. Il y a le processus de Nairobi, il y a le processus de Rwanda qui a été mis ensemble, c'est maintenant c'est à Doha. Il y a l'accord de Washington. Mais tous ces processus sont accouchés d'une souris. Non, ça n'a pas couché. Jusque-là, ça n'a pas couché d'une souris. On n'arrive pas à signer. Ça n'a pas couché. Si ça couche. La guerre continue dans le temps. Comme ça, nous allons nous battre jusqu'au dernier sang du Congolais. Parce que c'est une guerre. Et vous êtes d'accord que les gens meurent? Ça vous réjouit que les gens meurent? Nous allons tous mourir parce que ceux qui sont morts là, ils ne sont pas moins importants que moi et vous. S'il faut nous battre, nous allons nous battre. Ce n'est pas ça qui va mettre fin. Donc clairement, la guerre, monsieur Jean-Claude Mbonga, secrétaire général adjoint du parti politique MC, un parti de l'Union sacrée qui soutient le président de la République, dit qu'il est clairement contre le dialogue et il veut que la guerre continue. D'ailleurs, on va dialoguer sur quoi? C'est ça mon problème. Il y a une constitution dans ces pays que vous défendez à tout moment. Il y a une constitution. Vous dites que voilà pour... Et cette constitution que Kabila a réclamée, même pour dire que c'est ma constitution, ne touchez pas à ma constitution. Cette constitution a été pondue après le dialogue de Sun City. Par des Congolais. Par des Congolais. Où on avait dit quoi? Qu'on accéderait au pouvoir que par... la voie démocratique, la voie des élections. Mais on a organisé les élections. Il y a un président qui a un mandat. Dialogue, oui. Mais pour dialoguer maintenant, c'est quoi? C'est ça le problème. Vous savez, on va dialoguer. Mais pour vous, tout va bien au pays. On va dialoguer. Pour vous, tout va bien au pays. On va donner une prime. Tout va bien au pays. On va donner une prime aux terroristes après le dialogue. Des gens qui ont tué les Congolais, qui ont violé nos mamans, qui ont violé nos filles, qui ont saccagé nos villages. Et après, Guilain, les roubaix ont été venus ici, non? Dans le cadre du dialogue intercongolais de Sun City. Il était vice-président ici. Les Nyarugabou, ils sont venus, ils sont entrés dans les institutions. Vous avez oublié? Les gens qui ont tué les Congolais à Makobo, là, il y a des massacres, Tingiting et tout ça. Donc c'est une prime maintenant. Là, moi aussi, même s'ils font les dialogues, demain, moi aussi, j'irai chercher les armes, je vais tuer aussi les Congolais, je vais demander les dialogues pour entrer dans les institutions. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui en France, Macron a un problème sérieux. Il y a une crise institutionnelle en France. Non, ça c'est une mauvaise, conception de la politique. Pour l'instant, le dialogue est inopportun. Pour moi, c'est inopportun, d'autant plus que dans une démocratie, le dialogue est permanent. Ah voilà. C'est pas de la contradiction. Oui, permanent, dans les institutions.
Sinon, sinon pourquoi on va aux élections? Parce qu'on sait que demain, quand je vais perdre, les Katoumi ont perdu ici, et les autres, les Fayoul ont perdu aux élections, et ils se disent non, parce qu'aux élections, il y a toujours des contestations. Même aux États-Unis, il y a des contestations. Partout, il y a des contestations. Ce n'est pas pour autant dire que lorsque la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême de ce pays-là proclame définitivement le gagnant, et les autres doivent maintenant se dire que non, on doit gagner ce que nous avons perdu par les élections, par la guerre, par les dialogues. Non! Le président de l'AFC, le coordonnateur de l'AFC, Nanga, qui disait à un moment... criminel de son État. Qui disait à un moment que si ils ont pris les armes, parce qu'il reproche aussi au président de la République certains griefs, notamment le tribalisme, notamment entre guillemets, le vol, ça ce sont ces mots que je réitère, notamment beaucoup de griefs, et voilà pourquoi ils exigent qu'il y ait dialogue pour que l'on puisse lui faire voir tous ces mots-là et que le pays puisse prendre une autre direction. Apparemment, vous faites un effort pour ne pas me comprendre. Si, comment ça? Non, c'est pas à moi que vous faites comprendre les choses, c'est aux téléspectateurs. Je suis en train de dire à ces... Non, je crois que la majorité de nos téléspectateurs réfléchissent aussi comme moi, comprennent comme moi. Mais il y a une frange des gens, des aigris, un groupe de gens qui n'ont pas, qui ont échoué en tout. Prenons quelqu'un comme Diongo. Franck Diongo. Il ne porte plus le Mouniéré, j'ai vu. Il a changé. Maintenant, il porte le Borsalino. Mais c'est des caméléons. Des caméléons. Hein? Des caméléons. Moi, je vous dis une chose. Essayez de me comprendre. Ce n'est pas mauvais. Le dialogue, c'est vraiment une vertu pour nous, Africains. L'arbre par l'arbre, on en a connu. Mais avec le format de la Cinco et de M. Fayoulou, par exemple. Il y a eu combien de dialogues dans ces pays. Et nous faisons toujours du sur place. Il faudrait qu'à un certain moment, quand on décide de quelque chose, on se mette devant un pacte républicain et que ce pacte républicain doit être respecté par tous. Vous savez, dans une démocratie, c'est l'alternance qui compte. L'alternance peut se faire avec un parti ou bien un regroupement adverse ou au sein du même regroupement comme l'Union sacrée aujourd'hui. Il peut y avoir alternance, c'est-à-dire à chaque moment, il y a un cycle qui se fait électoral qui passe. Mais maintenant, là, cette histoire du dialogue, vous savez que même le nombre de partis politiques que nous avons aujourd'hui dans ces pays, un record mondial, hein, il y a dans quel pays vous trouverez près de 1000 partis politiques. Et ces partis sont nés... Mais c'est au regard de la grandeur du pays. Non, ces partis sont nés du fait, justement, de cette méthode rétrograde de tout à fait de dialogue. Les gens vont venir, avec son parti mallette, il cherchera à avoir droit au chapitre, et demain, lorsqu'il y a partage du pouvoir, il va aussi lever son petit doigt pour dire, moi, si vous ne me donnez pas un ministère ou un poste de mandataire quelque part, je vais prendre des armes, je vais tuer les Congolais et on va reprendre encore les dialogues à zéro. Non. Si on a fait le dernier dialogue de Saint-Sylvestre, c'est parce que Kabila ne voulait pas organiser les élections. En 2016, il est allé jusqu'en 2018 pour organiser les élections. Mais les 2 ans là, de glissement, on était déjà hors pacte social. On va chuter. On devait parler avec lui, parler pour éviter que les Congolais commencent à... Mais dites-moi, aujourd'hui, quel est ce Congolais qui est sorti dans la rue pour réclamer quelque chose à Tshisekedi? Voilà, Jean-Claude, pourquoi nous allons chuter justement parce que vous avez évoqué les élections. Il y a les élections de bourgmestre qui devaient normalement intervenir au mois d'octobre. Malheureusement, il n'en est pas question. Je rappelle que, selon nos informations, vous êtes aussi candidat à ces élections au niveau de la commune de Limete. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces élections qu'on retarde chaque fois? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, les autorités ou les dirigeants n'accordent pas beaucoup d'importance à ces élections, alors que ce sont les élections à la base. Voilà une contradiction qui ne dit pas son nom jusqu'à aujourd'hui. On a connu autant de cycles électoraux. Aujourd'hui, nous sommes au 4e. Et on croyait qu'il y avait le 4e cycle ici allait achever tous les processus électoraux.
Mais voilà que les conseillers communaux ont été votés, installés. Mais aujourd'hui, on a créé un monstre juridique entre les deux qui sont maintenant contraints à travailler avec les bourgmestres nommés. Mais parallélisme des qui formes, ne leur sont pas parallélisme des formes et des compétences. Il n'y a que l'autorité qui a nommé, qui peut relever, qui a la responsabilité, c'est la personne qui l'a. Or, dans ces schémas-là, où il y a un organe délibérant et un organe exécutif, le délibérant contrôle l'exécutif. Et quand on contrôle, chaque contrôle doit être assorti d'une sanction positive ou négative. Mais dites-moi aujourd'hui, ces conseillers-là, si ils constatent des malversations, des choses qui ne marchent pas bien dans les chefs de ces différents bourgmestres, ils initient un contrôle. Et ça va aboutir à quelle sanction? Ils n'en ont pas le pouvoir. Alors, mais qu'est-ce que vous pouvez... Moi, ce que je demande, c'est là où je lance un appel. Non seulement... au président de la République. Non seulement, je commence d'abord, non seulement au VPM, Chabani, de l'intérieur. Qui avait déjà sorti une circulaire, là, je crois, demandant qu'on puisse... Qui avait demandé à la CENI d'organiser ces élections-là. Et d'ailleurs, c'était sur l'instruction du président de la République, lors d'un conseil des ministres. Voilà. Dites-moi, vous savez que nous, en sciences politiques, on nous dit que la parole du chef a force de loi. Quand le chef dit et qu'on n'exécute pas, on est dans un régime bananier. N'est-ce pas là aussi la faiblesse? Peut-être c'est l'absence de l'autorité de l'État. Non, ce n'est pas la faiblesse. Parce que la CENI a demandé des moyens pour organiser ces élections. Et qui bloquerait, selon vous? Vous n'êtes pas dans les pensées de Dieu. Ça bloque au niveau du budget. Bon, Mouzito est là, parce qu'il a remplacé Boji. Ça bloque au niveau des finances. Je ne sais pas. Mais vous n'avez aucune information quant à cela. Je n'ai aucune information. Mais ce que je demande, ça va dans l'intérêt de tous et surtout dans l'intérêt du chef de l'État qui aura dans son actif l'organisation de ces élections à la base. Parce que vous savez, la démocratie, c'est une forme de pyramide renversée. Vous comprenez? Donc ça doit commencer à partir de la base et ça monte. Mais si c'est de cette manière que nous allons... Ben, regardez les communes aujourd'hui. Regardez ce qu'il y a. Elles sont gérées comme des boutiques. Il faut comme des boutiques. Voilà. Tout ça, ce sont les égos de certains hommes politiques de l'Union sacrée, justement, notamment de l'IDPS. De l'IDPS, parce que l'IDPS avait... Qui est votre grand allié. Avait en quelque sorte négligé ces élections. N'ayant pas obtenu beaucoup de conseillers communaux, il pense que s'il y a élection aujourd'hui, ils ne vont pas gagner beaucoup de municipalités. C'est pourquoi je demande au chef de l'État qu'on organise ces élections. Parce que je sais que ceux qui sont là ne veulent pas partir. Ils ont déjà trouvé, quand on a déjà trouvé le miel, le lait, le miel, on ne veut plus y partir. Mais regardez comment les communes sont gérées. Les communes, c'est la saleté au vrai sens du mot. Hein? Quand on regarde, donc il y a des poubelles partout, il y a des épaves, des camions, des véhicules, un peu partout. Et quand vous allez... Ils se sont limités seulement à faire célébrer les mariages. Et au-delà de ça, il n'y a rien. Voilà. Donc, moi, tout ce que je peux demander, qu'on organise ces élections, qu'on nous enlève un peu ce monstre qui se crée. Merci. Voilà, je voudrais, on va vraiment chuter avec une question qui a fait l'actualité. Je voudrais vraiment le bangon à Lingala parce que tout petit Kolanda dernièrement, ils ont déjà le 30 ans à Bazak organisé, je crois, commémoration à combat Ali Foreman. Bandekoumou Balingi va débaptiser Stade Tata Raphaël, ce qu'on va baptiser comme Stade Ali Foreman. Je crois que ça sera piétiner notre propre histoire. Donc, jeter notre propre histoire dans la poubelle. Et puis, vous savez,
Et ça, le roi Lélo, vous marchez sur le nom de Lumumba. Si on vous demande, voilà que c'est Lumumba, voilà que c'est Lumumba, mais tout ce qu'on a pensé à Lumumba. Lélo, Tata Raphaël. Azamuto a sala Lélo, même que sport, en motobete la masoleza. Il a quitté chez lui en Belgique, il y a qui n'est pas un missionnaire. Un missionnaire de Sobayaki. Il est resté là où il était. À tel qu'il fallait créer quand même des disciplines créatives à créer. D'ailleurs, si nous avons aujourd'hui Vita, nous avons Imana, c'est grâce à lui. Donc nous pensons que ce monsieur qui a obtenu même la nationalité zaïroise de l'époque, a profité en Belgique, mais et bien mené par Kundaï na Congo. Kundaï na stade wana tombe na Ezawana. Donc je crois que l'organisateur a bloqué. C'est-à-dire Allié Foreman, c'était un événement du siècle, Bayaki, Babundi Komba, il y a fait les pété. Bafutaka ba mumbongo. Ah, les gens business tamango. Bafutaka ba mumbongo bakenda, ndenge to monaka ba boxer na biso ba makabu. Donc je pense que bameka ko raisonner. Ah, bameka ko raisonner. Allié Foreman, parce que là on met bus de mon quoi, na kati ya stade wana, mais pourquoi pas batongata salle na kati ya enceinte wana? Voilà, ba idée c'est belé, na la pesca ka passer la buste. Hein? O ba bina monument, ba salika elo mwana ngwana, Foreman koto ali koto ba chani makofi boye, ba promis hein, eza la mémorial mo pour la bango. Mais pour na Tata Raphaël, stade wana, tu ka Tata Raphaël. Et puis que ça bleu chose difficile à débaptiser dans Mboko. Na ko peso kaka exemple. Avenue le 24 novembre. 24 novembre. Ma paix sera au combo Libération. Libération. Est-ce que nous avons bien Libération? Hein? Quand Mobutu. Ah oui. Ma paix sera quand Kabila. Quand Kabila. Mais pourquoi vous voulez changer l'histoire? L'histoire, on ne change pas. Ce stade-là, Tata Raphaël, fait partie de notre histoire commune. Notre histoire, on est légué pour la postérité de notre hymne national. Donc, Batika, moi, je sais que c'est Léo Kassobo qui est là, et le ministre, le ministre en RRT. Mais je vois, les conseillers en sport, il y a ministre, c'est Alain Makengo, non? Mais qu'est-ce que Alain Makengo est en train de foutre là-bas? Alain Makengo, c'est une histoire, il y a Stade Wana, Baléni, famille Alina Foreman, Bapes Wamonini. Non, non, je crois que le président de la République qui nous suit, qui va nous suivre peut-être, même ce service à travers cette émission, à comprendre que les Congolais la ligne va monter. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude Mpunga Maweja Bompeti. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du parti MSC. Mouvement de solidarité pour le changement. Pour le changement, voilà un parti de l'Union sacrée. Avec vous, nous avons eu à parler de plusieurs sujets qui défraient l'actualité, mais on s'est apaisanti plus sur la sortie du président de la République lors du Forum international économique qui avait eu lieu à Bruxelles. Et vous avez, comme vous le pouvez et comme vous savez le faire, vous avez essayé de débriefer ensemble avec nous ce sujet. On a parlé de beaucoup d'autres sujets. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, de nous avoir suivis. Merci au réalisateur Nagui Lengo, le CAM, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour ces très belles images. Au montage aussi, c'est toujours lui. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro et peut-être avec un autre invité. Merci.